Bonjour à tous, où en est le secteur du BTP en Guadeloupe en ce début d'année? Faut-il s'attendre à une mobilisation d'envergure? La CPME Guadeloupe est-elle actuellement représentative des petites et moyennes entreprises dans le département? José Gadarcan, le président de la Fédération régionale du BTP, est l'invité de Franc-Parler. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de TV. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Soyez le bienvenu, José Gadarcan, sur le plateau de Franc-Parler. C'est la crise aussi pour le BTP en Guadeloupe? C'est la crise, effectivement, parce que même si on a parlé de plans de relance, des différents plans de relance qui vont être mis en place par l'État, la région et d'autres secteurs, d'autres activités, il s'avère qu'aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté et n'ont pas de visibilité à travers les projets qui tardent à sortir. Même si on nous dit qu'on a un plan de relance où il y a pas mal d'argent qui doivent être utilisés dans les 2 ans qui viennent. Ouais. C'est vrai que nos entreprises n'ont plus de visibilité et ont des difficultés de trésorerie aujourd'hui et elles n'arrivent pas à faire face à leurs charges sociales et fiscales. Et il s'avère que 2021, nous allons avoir les conséquences de 2020. Donc on a tout intérêt à voir avec les différents donneurs d'ordre pour que ces projets sortent le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'ai dit en réunion au service de l'État à travers le préfet, qu'il faudrait faciliter, je dirais, les procédures, simplifier les procédures pour que ces opérations puissent sortir le plus rapidement possible et que nous puissions utiliser tout l'argent qui est mis à disposition de l'économie de la Guadeloupe. Il y a beaucoup d'argent qui est prévu, des millions, des millions, des millions. C'est ce que j'ai dit, ça m'a donné le tournis tellement qu'il y avait de l'argent actuellement en Guadeloupe à travers les différents plans de relance, avec Action Logement, avec la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Mais ça n'empêche pas qu'on voit qu'il y a des entreprises qui déposent le bilan, faute d'activité, faute d'être payées en temps et en heure, et elles n'arrivent pas à faire face à leur charge sociale. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas alors? Le système est à l'arrêt aujourd'hui. Même si on dit qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'argent, c'est vrai que l'année du Covid, 2020 n'a pas été... le Covid n'a pas facilité les choses. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le système est à l'arrêt, qu'on avance mal, les projets ne sortent pas. C'était déjà compliqué avant le Covid. C'était déjà compliqué avant le Covid, mais on a l'impression qu'avec le Covid, ça s'est amplifié et qu'on a, comme je dis, on a l'impression que tout est bloqué, tout est à l'arrêt. Donc je pense qu'il faut donner un gros coup de pied dans la fourmilière pour qu'on puisse redémarrer l'économie de la Guadeloupe à travers tout... les plans de relance, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Action Logement, avec la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Mais il faudrait qu'au niveau de la collectivité régionale aussi, parce que ça, je parle de bâtiments, mais au niveau des TP, on voit ce qui se passe aujourd'hui à travers la circulation où nos citoyens ont du mal à aller vers leur lieu de travail. Donc, voir quels sont les projets structurants qu'on pourrait mettre en place rapidement. Oui, vous parlez de routes. De routes. Ça vous concerne. Des moyens de communication, je dirais. Pas de routes, mais des moyens de communication. Parce qu'à un moment donné, on nous a parlé du transport collectif, on nous a parlé de projets de tram, de TCSP, et aujourd'hui, on n'entend plus parler de tous ces projets. Et les embouteillages sont en train de s'amplifier actuellement en Guadeloupe, et l'activité s'en ressent à travers ces problèmes de circulation et de nos concitoyens pour aller sur leur lieu de travail. Ouais. Il y a une expression à la mode en ce moment, c'est choc de simplification. C'est possible en Guadeloupe, ça? Je pense que c'est possible. On a des collectivités qui ont certaines compétences et aujourd'hui, ces compétences, je dirais, quand il y a des projets, doivent être avalisées par les services de l'État dans un deuxième temps. Donc je pense que même à travers les services de l'État, il y a je dirais, des lenteurs, même si ce sont des lenteurs, je dirais, obligatoires. Mais il y a des lenteurs qui font qu'aujourd'hui, ces projets tardent à démarrer à travers les différentes études et les différentes procédures qu'il y a à mettre en place pour que les projets puissent sortir. Donc, il faudrait que ça passe par un projet de simplification des procédures pour que nos entreprises puissent travailler le plus rapidement possible. Très bien. Les entreprises guadeloupéennes du BTP, elles sont compétitives par rapport à celles de l'extérieur? Ça joue des coudes sur certains marchés, c'est normal. Elles sont compétitives, on le voit, ça joue des coudes sur certains gros marchés. Nous avons le problème qui est le suivant, c'est que lorsqu'il y a des bureaux d'études de métropole qui font des études pour certains projets structurants,
On a vu pour le CHU, on a vu pour les centres gynécologiques de Pointe-Noire et des Abîmes, où ce sont des bureaux d'études qui ne connaissent pas la réalité de nos territoires et qui chiffrent des opérations sur la base de prix unitaires de la métropole, alors que ça n'a rien à voir avec les prix que nous avons ici. On a, autant c'est valable pour certains secteurs où on parle de 40% de vie chère, c'est vrai que je prends le cas d'un mètre cube de béton. Un mètre cube de béton sous centrale en métropole n'est pas le même prix qu'un mètre cube de béton sous centrale en Guadeloupe. Ouais. Donc ces bureaux d'études prennent des prix unitaires sur la base de prix de métropole. Et quand on arrive en appel d'offres, on nous dit « Ah ben oui, les entreprises guadeloupéennes ne sont pas compétitives ». Elles ne sont pas compétitives de par leur prix unitaire qu'elles pratiquent, mais techniquement, nous avons la capacité de faire quels que soient les chantiers qui sortent. Et lorsqu'il y a des chantiers qui ne sortent pas, on sait se mettre en groupement avec des structures pour démontrer qu'on est capable. On l'a déjà fait sur certaines opérations. Et pour ne pas les citer, on voit sur le CHU actuellement, on a pris les devants bien avant en disant que les entreprises guadeloupéennes doivent travailler sur un chantier de cette importance, de 600 millions d'euros. Et c'est ce qui est en train de se passer, même si nous avons vu lors de l'appel d'offres qu'il y a eu plusieurs groupements d'entreprises, mais des groupements avec des entreprises locales. Donc, et que s'est-il passé à Pôle Caraïbes? À Pôle Caraïbes, il s'avère qu'une entreprise qui n'a jamais travaillé ici, qui n'a, comme j'ai pour habitude de le dire, qui n'a pas une pioche en Guadeloupe, a répondu sur un marché. Et je ne prendrai pas le prix encore une fois. Mais sur le tableau de notation, le groupement d'entreprises dans lequel je suis, nous avons une différence de 0,40 points, même pas un demi-point. Et on voit qu'on donne la préférence à une entreprise, je dirais, de l'extérieur, au détriment du groupement d'entreprises locales que nous avons fait pour répondre à cet appel d'offres. Vous n'êtes pas un mauvais perdant, non? Non, on n'est pas mauvais perdant. Mais sauf qu'on a derrière des salariés qui travaillent pour nos entreprises. On parlait de l'année Covid qui est l'année 2020. Les entreprises ont pratiquement dans le secteur du BTP ont fait moins 50% de chiffre d'affaires. On ne va pas accepter pour 0,40 points de voir une entreprise, fût-elle métropolitaine ou européenne, venir ici et qu'on leur donne la préférence alors que nous avons un volet social que nous formons. Je ne parle pas du volet environnemental et de l'effet du CO2 sur cette opération-là, parce que quand on regarde, c'est une entreprise qui viendra avec tout son matériel de la métropole et qui vont sous-traiter ou bien qui sont partis avec quelques entreprises à qui elle va sous-traiter 20% du marché et 80% de ce marché-là partira sur la métropole. Donc le BTP local ne veut pas de miettes? On veut pas, on sait qu'on a démontré qu'on est capable de faire. On a fait cet aéroport, cette piste en entretien en 2012. Il y a eu des problèmes qui ne sont pas de notre fait. Aujourd'hui, elle va être refaite. Nous souhaitons que nos entreprises puissent participer. Nous avons démontré que nous avons la capacité de le faire. Il y avait un problème de qualité de béton? Non, ce n'était pas un problème de qualité. C'est un problème, aujourd'hui, c'est un problème d'étude sur la structure. D'ailleurs, la responsabilité a été reportée sur le bureau d'études, qui est encore une fois un bureau d'études de métropole, et qui a démontré que ça vient de la responsabilité de ce bureau d'études qui n'a pas fait le travail qu'il fallait en allant faire des sondages sur le fond de forme, et on avait enlevé juste 6 cm pour remettre 6 cm. Donc la qualité de nos enrobés n'a pas été remise en cause, c'est seulement que les études qui devaient être faites en amont avant de faire ces travaux n'ont pas été réalisées. Donc, d'où les problèmes de défaillance du sous-sol, de la structure de chaussée, et d'où l'appel d'offres qui vient de sortir pour pouvoir refaire le sous-sol et la couche de roulement sur cette piste. Et donc, pour vous, la réponse est la préférence locale, quoi qu'il en coûte? Mais je dirais, ce serait vous auriez fait la même chose. Vous avez une entreprise guadeloupéenne, vous avez des salariés qui sont en Guadeloupe, ce que vous gagnez en Guadeloupe, vous l'investissez en Guadeloupe. Donc je pense que lorsqu'il y a des affaires qui sortent en Guadeloupe, et je dirais même s'il y a des fonds européens dans cette opération, mais c'est l'argent des impôts des Guadeloupéens qui participent à la construction de cet ouvrage. Donc il n'y a pas de raison que derrière nous formons nos salariés, que nous essayons de faire perdurer nos entreprises. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas les entreprises locales à concurrence égale, je dirais. Nous ne sommes pas contre la concurrence. Mais pour 0,40 points, qu'on donne la préférence à une entreprise qui n'a pas une pioche en Guadeloupe, on trouve ça un peu, je dirais même honteux de la part du maître d'ouvrage d'avoir fait ce choix-là.
Très bien. Il y a quelques jours, vous avez mis la pression sur les collectivités et les autorités avec d'autres organisations professionnelles, ce collectif qui a été constitué. Que s'est-il passé depuis ? Il s'est passé, c'est que nous avons demandé des rendez-vous aux différents services, aux administrations, les services de l'État, la région, le département, les EPCI. Et le président Chalus nous a reçus à la région. Et donc, il nous a entendus, il nous a écoutés. On l'a entendu aussi, à travers ce qu'ils nous ont dit, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui a été retenu, rien qui n'a été décidé, autre que de nous dire qu'il y a de plan de relance, qu'il y a tout ça, mais on n'a rien de concret. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, les transporteurs sont en train de monter, de passagers sont en train de monter au créneau et demandent d'avoir des réponses. Le BTP doit être reçu aussi par les services de l'État prochainement. J'espère que les services de l'État sauront nous emmener et nous apporter des réponses aux questions qu'on a posées et qu'on puisse redémarrer l'activité du BTP le plus rapidement parce qu'on voit que de jour en jour, à travers la réunion qu'on va faire avec les services de l'État, la LBU diminue d'année en année. Les opérations de logement, même si on aujourd'hui profite du crédit d'impôt ou de la défiscalisation, ces opérations prennent du temps pour sortir parce que et la LBU qui est allouée chaque année à ces opérations, comme elle n'est pas utilisée, elle repart et depuis une dizaine d'années, elle diminue d'année en année. Même si on nous fait croire que oui, cette année, on a fait une demande supplémentaire pour augmenter la ligne LBU, mais sauf que cette ligne LBU, elle a déjà diminué depuis 10 ans et elle continue de baisser. Quelles sont vos demandes urgentes pour lisser les effets de la crise ? Les demandes urgentes, ça passe par une simplification des procédures, parce que des projets, il y en a. On a le plan de relance, on n'a pas beaucoup d'argent, comme vous l'avez dit, et il faut que ces opérations puissent sortir le plus rapidement possible, et ça passe par une simplification, même si on s'entend dire par les services de l'État qu'il y a des opérations qui passent par la législation. Okay? Il faut que les entreprises, avec nos élus, et les services de l'État puissent se mettre autour de la table pour demander au gouvernement de faciliter ces opérations et de simplifier les procédures pour que ces opérations puissent sortir. Et pour les charges sociales et fiscales, on fait quoi ? Nous allons demander prochainement, nous allons discuter avec les services de l'État parce que le préfet nous a dit qu'il ne peut rien faire parce que c'est législatif. Ouais. Donc, il faut les supprimer pour l'année 2020 ? Si c'est possible, nous allons le demander. Vous pensez que c'est possible ça ? Pourquoi ? Tout est possible. Le gouvernement a bien décidé de prendre les choses en main pendant le Covid et de passer par des simplifications. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre ces dispositions aussi pour aider les entreprises. Bon, c'est vrai que l'État, à travers les prêts rebonds, les prêts, le PGE, tout ça, permet aux entreprises de pouvoir faire face à quelques charges qu'elles ont. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'activité, on n'a pas d'argent qui va rentrer dans les mois qui viennent. Donc les entreprises vont se retrouver dans la même situation où elles ne pourront pas payer le courant, ne pourront pas rembourser ces différents crédits qui à travers le PGE et le prêt rebond. Donc 2021 va être catastrophique pour les entreprises et on va se retrouver avec des entreprises en difficulté dans les 6 premiers mois de l'année là. Ouais. Et si rien n'est fait, les engins de chantier seront sur les routes ? Non, nous allons nous faire entendre. Nous sommes toujours là pour... Vous avez des engins, ça prend de la place sur les routes. Oui, ça prend de la place. Ça fait des bouchons. Sur les chantiers aussi, ça prend de la place. Oui. Donc, nous allons discuter, nous allons essayer de trouver des solutions. C'est ce que nous avons privilégié jusqu'à aujourd'hui. Mais à un moment donné, si on ne se fait pas entendre, si localement, on ne sait pas nous donner des réponses, nous allons nous faire entendre pour qu'au national, on puisse se faire entendre et avoir des réponses concrètes pour que l'activité du BTP et les autres secteurs de l'économie, parce qu'il n'y a pas que le BTP qui est en difficulté. Vous le voyez à travers le tourisme, vous le voyez à la petite hôtellerie, tous les secteurs. Il y a un proverbe qui dit « lorsque le BTP va, tout va ». Vous voyez ? Donc aujourd'hui, on sent que même dans le commerce, les gens n'ont pas d'argent pour pouvoir aller dans les magasins. Donc il y a une crise elle est mondiale, elle est au niveau de la France métropolitaine, mais on la ressent plus ici en Guadeloupe parce que de par notre insularité, nous le ressentons. Donc nous avons des surcoûts, nous avons plein de choses qui nous font ressentir ces difficultés dans lesquelles les entreprises sont actuellement. Que se passe-t-il, José Gadarcan, avec la CPME ?
Ah ben, la CPME, nous avons un président ça fait 2 ans, qui a été nommé en remplacement de Mme Thibus, qui avait démissionné pour des raisons familiales et personnelles. Aujourd'hui, cette CPME ne fonctionne plus depuis 2 ans parce qu'il n'y a pas eu de bureau de convoqué, il n'y a pas eu de conseil d'administration, il n'y a pas eu d'assemblée générale. Donc depuis le mois de novembre, nous avons envoyé un courrier au président en place, M. Cassis, pour lui dire que nous, administrateurs, on ne peut pas comprendre que depuis 2 ans, on lui a envoyé un courrier dans ce sens-là, qu'il n'y a pas eu de réunion de bureau, il n'y a pas eu de réunion du conseil d'administration, et qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale, il n'y a pas eu d'approbation des comptes. Donc on lui a envoyé un courrier et il nous avait fait une réponse en nous disant que c'est par rapport au Covid qu'il n'a pas pu faire les conseils d'administration et les différentes réunions. Chose qu'on ne peut pas comprendre parce que le même M. Cassis participe à des réunions en visio avec les collectivités, avec les banques, avec les administrations. Donc on ne peut pas comprendre et on n'accepte pas le fait qu'il n'y ait pas une organisation patronale et professionnelle comme la CPME ne puisse pas fonctionner normalement comme elle devrait fonctionner. Et on constate qu'on a l'impression que depuis qu'on lui a posé la question et qu'il nous a répondu cela, il y a des mesures de représailles. On apprend maintenant que nous ne sommes plus administrateurs parce que nous ne serions pas à jour de nos cotisations. Nous n'avons pas eu d'appel de cotisation. Et quand bien même il y a une procédure statutaire qui dit quand il y a appel de cotisation et que les adhérents ne payent pas, ils ont le droit de les relancer en recommandé à travers même le trésorier qui doit le faire. On n'a jamais été fait, ça n'a jamais été fait et actuellement on constate que les administrateurs qui ont convoqué le conseil d'administration reçoivent des recommandés pour leur dire qu'ils ne sont plus administrateurs parce qu'ils ne seraient pas à jour de leur cotisation au niveau de la CPME. Donc on a l'impression que ce sont des mesures de représailles du fait qu'on a demandé à ce qu'il y ait un conseil d'administration qui se tienne et que la CPME puisse fonctionner comme elle devrait fonctionner. Et qui plus est, on constate que le président en place, M. Cassis, il y avait des administrateurs et certains adhérents de la CPME qui étaient dans certaines représentations dans les administrations, à la sécurité sociale, à la SICORA, qui reçoivent des recommandés en leur disant maintenant vous ne faites plus partie, vous ne représentez plus la CPME au niveau de ces instances. Donc on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on a convoqué un conseil d'administration suite au courrier qu'on lui a demandé. Il a été invité comme tout le monde, il n'est pas venu. La majorité des administrateurs sont venus à ce conseil d'administration et il a été retenu que M. Cassis ne répondait pas aux questions que nous lui avons posées. Donc le conseil d'administration, dans sa majorité, c'est-à-dire 13 personnes, ont décidé de le révoquer et c'est ce qui s'est passé. Et là, subitement, on apprend sur la presse que nous ne serions pas administrateurs. Donc on n'a jamais été convoqué dans un conseil d'administration. On n'a jamais eu des appels à cotisation. C'est maintenant, après que sa révocation a été prononcée, qu'on reçoit des recommandés pour nous dire que nous ne sommes plus administrateurs du fait que nous ne sommes pas à jour de nos cotisations. Donc c'est un peu gros quand même. Donc aujourd'hui, le conseil d'administration a décidé de révoquer M. Cassis et a nommé M. Gadarkan en tant que président intérimaire pour permettre de remettre cette organisation professionnelle sur les rails et qu'elle puisse fonctionner normalement et jouer son rôle comme les petites entreprises l'attendent de cette organisation professionnelle. Donc c'est une prise de pouvoir de votre part? Je dirais pas, non, c'est statutaire tout ça. Ce n'est pas une prise de pouvoir. Il y a un président qui est en place qui n'a pas respecté les statuts, qui n'a pas joué son rôle de président, autre que de démissionner des représentants de la CPME dans certaines institutions et de prendre leur place. Et aujourd'hui, ce n'est pas une prise de pouvoir. On lui a posé des questions, il ne nous a pas répondu concrètement. On lui a écrit à nouveau, il n'a pas répondu. On l'a convoqué dans un conseil d'administration pour avoir des réponses. Et il y avait 2 points à l'ordre du jour. Donc le deuxième point, il s'en est suivi. Comme il n'était pas là pour répondre aux différentes questions qu'on lui a posées, le conseil d'administration, à travers les 13 administrateurs qui étaient présents sur 18, ont décidé de le révoquer et de le remplacer. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il n'y a rien qui se cache. Aujourd'hui, vous savez, vous-même, vous parlez de difficultés que rencontrent les entreprises. Je suis président de la Fédération du bâtiment. Les entreprises du bâtiment ont des difficultés. Les petites entreprises, fussent-elles dans le commerce, dans les autres secteurs d'activité, ont des problèmes. Il n'y a rien qui se cache. J'entends dire oui, ce serait en vue des futures élections à la Chambre de commerce. Oui, oui, mais chaque chose en son temps.
chaque chose en son temps. Ce n'est pas la CPME qui fera l'élection de la Chambre de commerce, contrairement à ce qu'on veut faire croire. D'accord? Donc on veut que cette organisation patronale et professionnelle fonctionne normalement comme elle devrait fonctionner pour défendre les intérêts de ses mandats. Parfait. Merci José Galarcan d'avoir été l'invité de Franc-Parler sur Éclair TV. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission Franc-Parler. D'ici là, bonne suite de programmes chez nous.